troisième cours, donc là, on a vu la boucle d'animation de manière générale. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est quand quelqu'un vous dit, enfin, si jamais quelqu'un vous disait, je fais de l'animation avec la dynamique newtonienne, c'est ça. C'est basé sur les équations de Newton, somme des forces égale à ma. Et quels sont les calculs que je fais? En fait, c'est simple. Je calcule les forces, ça me donne mes accélérations et je fais des intégrales pour obtenir mes vitesses et positions. Donc ça, c'est la boucle d'animation qui s'applique aux fluides, aux objets déformables, aux objets rigides. Ok. Et après, ce qui va changer d'un objet à l'autre, c'est les forces en fait qui s'appliquent à l'objet. Donc les forces de gravité, les forces de collision. Donc ça, c'est pour tout le monde, mais c'est les forces internes à l'objet qu'on dit. C'est pas très français, mais c'est les forces vraiment de l'objet. Donc les forces internes à un fluide, ça va pas être les mêmes les forces de la fumée, ça va pas être les mêmes que les forces d'un organe, ça va pas être les mêmes que les forces de mon système masse-ressort. D'accord? Donc tout ce qui va changer, c'est ce calcul de force. Et donc c'est là où on pourrait, si vous allez voir vous avez un copain, une copine en mécanique, bah, eux, ils font des cours complets sur comment je vais calculer ces forces de manière plus ou moins compliquée. Et moi, le modèle que je vous prends, c'est le modèle super simple là, de masse ressort qui permet d'avoir des belles animations et simplement en connaissant comment je calcule la force due à un ressort et qu'on a déjà vu quoi. D'accord? Donc si j'arrive à passer au slide suivant. Là, donc c'est un premier exemple, cours 3, simulation d'objets déformables. Donc une façon simple de simuler des objets déformables qui est ici de l'informatique graphique. Donc système masse ressort. Alors pour vous donner les dates, c'est quelqu'un qui s'appelle Terzopoulos qui l'avait proposé en 1988 à peu près là, ses premiers systèmes. Donc qui permettait, en fait, l'idée c'était d'avoir de l'animation en temps réel et ça, voilà, c'était fort, c'était les premières animations qui apparaissaient d'objets déformables en temps réel. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. Tac tac. Donc, bah, je vais commencer le cours et puis sans doute que je finirai demain matin. Là, j'avais oublié que je vous parlais quand même des caractéristiques des objets déformables. Donc, c'est-à-dire que on est des informaticiens. Peut-être que vous serez des informaticiens en animation 3D plus tard. Donc, ça veut dire que quelqu'un va vous dire, bah tiens, je fais un film d'animation ou un jeu vidéo. Moi, je voudrais que tu me mettes à simuler bah, de la fumée, du feu. Ok, et en fait, la première chose à faire, normalement, c'est déjà comprendre le phénomène naturel. Et puis après, en informaticien, on va peut-être pas tout comprendre, ou on va, entre guillemets, dégrader, simplifier les équations pour arriver au temps réel, là, si j'ai dans un jeu vidéo. D'accord? Mais la première chose à faire, c'est comprendre la vraie vie avant de la modéliser. Ok? Donc, je vais vous expliquer rapidement la vraie vie. Et avant d'arriver au système masse-ressort, là, qu'on va faire en TP, donc je vous expliquerai bien tout ça. Je vous ai dit, objet déformable, bah, en indé, là, c'est mes cheveux. Euh, voilà, c'est comment je vais pouvoir simuler ces objets, ces cheveux, pardon. Et là, c'est en plus un exemple. Donc, Bertheil, elle s'appelle aussi Florence. Donc, ça commence à dater ces images. Et normalement, j'avais plein de vidéos sur les cheveux mais si vous tapez simulation de cheveux, enfin R simulation en anglais sur Google, là vous verrez ces simulations de cheveux là qui sont jolies. Et c'est un système mass ressort là qui avait derrière ces images. Donc en indé, ça vous permet de simuler des cheveux. Et d'ailleurs, hein, vous voyez les personnages des films, enfin, dans les jeux vidéo, en tout cas les jeux vidéo que j'ai vus, c'est pas souvent très joli hein, ce qu'ils font, parce que ça prend quand même du temps de calcul à faire, parce que un système mass ressort, là, on verra, ça fait un cheveu, mais sur la tête, on en a plein. Donc il faut gérer toutes les interactions entre ça. En 2D, bah, c'est mon tissu là que je veux déformer. Donc ça, c'est des vidéos là qu'on avait vues. Euh, voilà, donc pareil, j'avais plein de vidéos de cette personne, Brinson, donc elle date de 2002, et puis il y en a plein d'autres. Donc pareil, vous tapez son nom, vous les verrez sur Internet où il y a des belles simulations là qui apparaissent. Donc 2002, hein, ça commence à dater, mais c'était des belles animations, donc on sait faire ça depuis un certain temps. Et puis en 3D, bah, c'est tous les objets déformables. Donc pareil, j'avais normalement une vidéo avec toutes ces chaises là qui sont déformables, qui tombent les unes sur les autres, ou bien n'importe quel objet là en 3D qui apparaissent, quoi.
Donc, si je me place dans la vraie vie, d'abord la comprendre. Donc, un objet déformable, il faut savoir ce que c'est en mécanique, quoi, en termes de. Si j'étais mécanicienne, qu'est-ce que ça serait pour après essayer de le simuler. Les objets déformables, il y en a plein, hein, enfin, je cherche autour de moi, et ils se comportent pas de la même façon. Donc, vous allez voir, je suis dans un champ de mes filles. Alors, des objets déformables. Hop. Donc ça, c'est un objet qui se déforme. Ok. Je lui applique des forces, il se déforme avec une certaine façon. Ça, c'est ma fille qui a acheté des crottes. Je sais pas si vous connaissez ça. Vous les déformez, vous appliquez des forces, ça se déforme, et puis en plus, il faut attendre un certain temps pour que ça revienne à l'état initial. Mais en tout cas, j'applique une force, j'ai tout aplati, et puis hop, il va se revenir à l'état initial après, quoi. Et en fait, dans la vraie vie, par exemple, mon but du jeu, c'est de faire des simulateurs pour les médecins. Donc moi, mon but du jeu, c'est de simuler le comportement des organes. Et donc, selon l'organe, ça se déforme pas du tout de la même façon. Vous regardez le foie, le rein, tous les organes qu'on a, il y en a aucun, il y en a pas deux qui se déforment de la même façon. Donc, pour comprendre comment ça se déforme, pour pouvoir les simuler, ce que font les mécaniciens, c'est qu'ils vont toujours faire les mêmes expérimentations. Donc, pareil, j'avais des vidéos, vous tapez, voilà, il y aurait des expérimentations à faire. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, j'applique une contrainte et je vais regarder la déformation qui est déduite de cette contrainte sur mon objet. Donc là, la contrainte, c'est mon slide d'après, c'est une force par rapport à une surface. Donc j'applique une certaine force là, j'applique la même sur mon objet, sur l'autre objet, et là il est gros, d'accord? C'est pas du tout le même comportement que j'ai. Et donc ça va nous permettre de caractériser les objets déformables. Et puis, selon la contrainte, j'ai pas les mêmes déformations et je vais mettre en avant certains paramètres mécaniques qui sont connus donc par les mécaniciens et donc on appelle ça les différents coefficients. Donc plusieurs types de contraintes sur déformation qui vont caractériser plusieurs coefficients et les tests. Donc voilà les principaux tests, là, vraiment les 3 premiers tests qu'un mécanicien va faire sur un objet déformable pour voir comment il se comporte. Le premier, alors imaginez que j'ai un cube dans la main. Donc là, j'ai fait un dessin en bleu, là, en 2D, mais j'ai un cube de matière bleue, là, et je vais l'étirer. D'accord? Donc ça veut dire que là, ça devient le cube rose, là, le rectangle rose. Donc il va s'allonger dans une direction, mais il va rétrécir dans l'autre. Donc premier test, ça va mettre en avant des choses qu'on appelle module de Young, coefficient de Poisson. Si vous tapez ça dans Google, vous verrez selon les matériaux, vous allez avoir des valeurs précises, quoi. Deuxième test qu'ils font, c'est mon cube de matière. Je fais faire ce mouvement-là. Donc, c'est la deuxième image que j'ai et ça fait un cisaillement. Et on va voir un angle qui apparaît. On va les voir après, hein. Et le troisième test, c'est j'ai mon cube de matière et j'applique une force de tous les côtés de la même façon et je le compresse. Donc, c'est le module de compressibilité qui va apparaître. Donc, je regarde ce que j'ai marqué. Donc, à chaque fois, je vous ai dit, on va regarder contrainte et déformation. La contrainte, c'est j'applique une force, mais mon objet, là, il est petit. Forcément, ça va pas faire le même effet que celui-là qui est plus grand, ou j'imaginais que j'applique ma force sur ma table, là, qui est assez grande. Donc, il ne faut pas regarder que la force, mais il faut regarder la force par rapport à la surface sur laquelle j'applique. D'accord? C'est ça la contrainte. Donc, c'est le sigma là que j'ai marqué. C'est finalement la force, mais rapportée à la surface sur laquelle je l'applique. D'accord? Donc, l'attention est importante quand si l'intensité de la force, j'applique une très grande force, ou bien la surface est toute petite. D'accord? Donc, c'est la contrainte qu'ils vont regarder. Donc, l'exemple que j'ai marqué, hein, c'est simplement un corps, il est soumis à une force de gravité. C'est un cylindre. Donc la surface, c'est le disque, donc pierre au carré. Et donc la contrainte qui est appliquée, donc c'est force sur la surface. Donc la force, c'est juste le poids mg, là, et la surface, c'est pierre au carré. D'accord? Donc je regarde la contrainte et je regarde le rapport contrainte sur la déformation. D'accord? C'est ce que je vous ai montré là. Il regarde le rapport contrainte sur déformation. Donc contrainte, c'est force divisée par la surface. Et la déformation, c'est ça qui va changer en fonction du test qu'on fait. Première chose, l'étirement.
Donc j'applique une force là vers le haut sur la côté de la surface. Et donc j'ai mon objet qui s'étire et qui change d'une longueur delta L. D'accord. Et puis bah pareil, hein, cette delta L, il faut que je le remette. Je regarde relativement à la taille de mon objet. Hein. Donc je vais regarder le delta L par rapport à la longueur totale de mon objet. Pardon. Ma contrainte, c'est toujours la force sur la surface. Et du coup, le rapport contrainte sur déformation, par rapport à ce test qu'on appelle un test de traction ou d'étirement. Donc ça fait la contrainte, c'est force sur A. Et la déformation, là, qu'on regarde, c'est le delta L sur L. Et donc ça met en avant un truc qu'on appelle le module de Young. Donc ça veut dire c'est vraiment un premier paramètre qui permet de caractériser un objet déformable. C'est-à-dire que si moi je veux simuler du caoutchouc, si je veux simuler du chewing-gum, si je veux simuler un foie, ben, je vais regarder quelle est la valeur du module de Young, là, du caoutchouc, du chewing-gum, du foie. D'accord? Et pour l'avoir, les mécaniciens, ils ont vraiment fait ces tests d'étirement pour avoir ça. Quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Bah, ça fait apparaître là en mécanique, c'est la loi de Hooke. En fait, c'est vraiment, on a l'équation là que j'ai marquée, la contrainte sigma, c'est module de Young, c'est mon E, multiplié par la déformation. C'est quelque chose de très linéaire. Donc ça veut dire que plus j'augmente la contrainte, plus la déformation augmente. D'accord? Il y a un rapport linéaire entre les deux. Le module de Young, c'est une constante. Hein. D'accord? Donc, premier test que font les mécaniciens. Deuxième, avec ce même test, donc on met en avant le module de Young. Et je vous ai dit, donc soit j'étire d'un côté, soit j'amincis de l'autre. Et l'amincissement, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Poisson, donc le nu que j'ai fait apparaître. Et donc, c'est égal à moins l'élargissement sur la déformation. Voilà. Et donc ça, pareil, si vous regardez le caoutchouc, le chewing-gum, le foie, vous allez avoir le coefficient de Poisson associé. Donc, premier test d'étirement, bah, j'ai déjà deux paramètres physiques connus qui apparaissent. Deuxième test, c'est le cisaillement, c'est mon cube de matière. Là, je fais faire ce mouvement-là, un cisaillement. Donc, ça fait la déformation là qu'on regarde, c'est je sais pas si vous voyez, le petit étal à l'angle que j'ai fait apparaître sur mon schéma. Et donc, on regarde toujours contrainte sur déformation. Donc, moi, contrainte, c'est toujours la force divisée par la surface. Et cette déformation, c'est mon angle de θ. OK? Donc après, je ne rentre pas dans les autres détails. Le troisième test, c'est la compression. C'est qu'ils vont s'amuser à appliquer une force uniforme sur chacun des côtés. Et je vais regarder comment varie le volume de mon cube de matière. Là. Et donc, ça met en avant un autre paramètre, c'est le module de bulk, au module de compressibilité. Donc, c'est toujours contrainte cette déformation. La contrainte, c'est la différence de pression, le delta P, et la déformation, c'est la différence de volume. Et donc, vous avez cette troisième caractéristique qui apparaît. Et en mécanique, donc à partir de avec déjà ces trois paramètres mécaniques, vous arrivez à écrire ce qu'on appelle les équations de la mécanique des milieux continus. C'est que j'arrive à calculer, là, si je reprends mon maillage, j'arrive à calculer en chacun des sommets vraiment le comportement exact de mon objet en tenant compte de ces paramètres mécaniques. C'est-à-dire que j'arrive à calculer la position de ces objets en prenant compte de ces paramètres mécaniques. D'accord? Et ça, si vous avez un copain en mécanique, c'est ce qu'ils emploient, c'est la méthode des éléments finis qui permet de faire ces calculs et qui sont assez précis. D'accord? Qu'on veut vraiment je sais pas, demain vous construisez un pont. Avant de le construire, il faut vérifier que quand il y aura 100 véhicules dessus, il va pas s'effondrer. Ok, donc il faut faire des tests mécaniques dessus, donc il faut faire des simulations. Bah voilà, ils vont utiliser ils vont utiliser la méthode des éléments finis pour résoudre à chaque pas de temps là de calcul la position là de mon pont, de chacun des éléments de mon pont, pour voir s'il est assez robuste. Ok. Donc ça demande, c'est assez précis. Enfin, je rentre pas, hein, je dis pas comment on le fait, mais en tout cas, en utilisant vraiment les coefficients des matériaux. Donc là, ça serait si je fais le pont, bah, je mets du ciment, je sais pas, je mets des barres en acier, etc. Vous mettez tout ça en équation et vous avez vraiment le comportement mécanique associé, donc le mouvement de votre objet en tenant
compte de ces caractéristiques mécaniques. Donc vous imaginez bien que ça demande pas mal d'heures de calcul, parce que c'est assez compliqué. Et puis, donc en informatique graphique, où on veut faire de l'animation, on n'est pas obligé de sortir toutes ces équations-là. Quand on veut faire juste une animation, on va dire pour un film d'animation ou un jeu vidéo, on veut que ça soit visuellement correct, enfin, réaliste, mais pas forcément réaliste en termes de précision mécanique de ce qui se passe. D'accord? Donc nous, alors là je passe au slide. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas ce système-là, mais c'est un système masse-ressort là que je vous avais déjà dit. Ouais, j'ai 10 minutes, je vais le faire rapidement et puis comme ça demain on pourra passer à la suite. En plus, on l'a déjà vu, donc c'est de se dire mon objet là, je vous ai montré là on voit un maillage là, sur ce slide. Donc imaginez, je sais pas ce que c'est, vous voulez simuler le comportement de cette éponge avec une sphère rigide qui tombe dessus. Donc j'ai le maillage de mon objet et je vais regarder ce qui se passe en chacun des sommets. Et je vous ai dit, ces sommets là, un système masse-ressort, on va appeler ça des particules. Et donc les maillages, ces sommets sont connectés par des arêtes. Et en fait, les arêtes, on va mettre dessus des ressorts. Et on va définir comme ça le système masse-ressort. Donc si je suis en 1D, en fait, je vais voir tout de suite. Si je suis en 1D, ça va faire mes cheveux là qu'on a vu tout à l'heure. Ça va en tout cas définir des courbes. En 2D, bah, ça définit des surfaces et en 3D des volumes. Et donc le système masse-ressort, forcément, il va être plus compliqué si je suis en 3D par rapport au 2D et par rapport au 1D. Et donc la complexité, c'est juste le nombre de masses que je vais mettre dans mon système et le nombre de ressorts que je vais mettre, le nombre de connexions. D'accord? Donc si je voulais simuler des cheveux, bah, le système masse-ressort, il ressemble à ça. Donc je prends, imaginez là que j'ai une corde dans la main, je définis quelques particules je mets des ressorts entre ces particules pour relier ces différents points et puis après on va faire la boucle d'animation sur ces différentes particules. Donc ça c'est en 1D. Donc voilà, donc ce slide là, voilà, il marque plus formellement les choses. Donc le système masse-ressort, je recherche une feuille de nouveau. Donc vous allez dire, je veux définir, je veux simuler une corde. Hop, c'est une toute petite corde. J'ai défini 3 particules. Juste mes 3 particules. Ces particules, donc il faut que je leur donne des noms. Donc c'est I-1, I plus 1, de manière générale, pour dire que I est connecté à I plus 1 et I-1. Les ressorts, on a vu, il y a une longueur du ressort au repos. Il y a une longueur au repos et puis une raideur. Et les raideurs, je vous ai dit, on l'appelle K. Donc du coup, là, le ressort qui relie I-1 à I, j'ai appelé la raideur KI-1. Et le ressort qui relie I à I plus 1, j'ai appelé KI. Donc voilà, ça y est, on a défini le système ressort là, entre ces 3 particules, avec 2 ressorts qui permettent de relier la particule I-1 avec I, et puis qui est reliée à la particule I plus 1. Et puis après, le système masse-ressort, on va faire les calculs sur ces particules. Donc ça, je suis en 1D. En 2D, bah, vous rajoutez, hop, des particules dans l'autre sens, là, enfin, pour faire une surface, quoi, en gros. Donc ça y est, j'ai un maillage qui commence à apparaître. Premier maillage. Et puis, vous pouvez même rajouter d'autres ressorts pour faire une surface un peu plus jolie, etc. Et puis, en 3D, bah, vous connectez encore des ressorts dans l'autre sens, là, dans la 3e dimension. D'accord? Mais c'est toujours la même chose. Donc, de manière générale, voilà la formulation d'un système masse-ressort. Donc, j'ai mon objet. Mon objet, en fait, je discrétise en un certain nombre de particules. Donc, mon objet, il est représenté par plein de points. Et donc, je répète, nous, c'est notre maillage. Finalement, je vais regarder les sommets de mon maillage. Sur chacun des sommets, je lui définis une masse. Donc, ça, c'est important. Donc, chacune des particules, là, elle a une masse qui est connue.
Donc, je rajoute sur mon dessin là la masse en I plus 1, la masse de I et la masse de I moins 1. D'accord? Donc, chacune des particules, elle a une masse. Chacun de mes ressorts, il a une raideur qui est positive. Et puis après, donc le but du jeu, la boucle de Simu. Première chose, c'est calcul des forces. Autant T0, à quoi c'est égal? D'accord? La première chose à calculer, c'est les forces appliquées sur chacune de mes particules. Et ben, du coup, je dois, dans mon cas, faire simplement la somme des forces exercées par chacun des ressorts. D'accord? Donc, si je vais avoir un dessin après, mais je le fais tout de suite. Si je veux calculer la force appliquée à cette particule-là, il faut que je calcule la force due à ce ressort-là, que j'additionne à la force de ce ressort-là et la force de ce ressort-là. Et on a vu, la force d'un ressort, c'est facile, c'est moins K delta L, moins pour dire force opposée là, à l'élongation. Et delta L, c'est la différence entre la longueur au pot et la longueur actuelle du ressort. Et sur mon side, donc mon ressort, il connecte mes particules XI et XJ. D'accord? Sur mon side, ça connecte XI avec XJ. J'ai appelé la raideur de mon ressort KIJ entre les deux. OK. Et puis, donc ce que j'ai écrit là comme calcul, donc moins K, donc moins on l'a vu, K la raideur, et ce que j'ai marqué XI moins XJ moins L de IJ, donc c'est que j'ai appelé la longueur au repos, c'est L de IJ, ok. Et puis après, la taille de mon ressort, c'est la norme qu'il y a pour le vecteur XI moins XJ. D'accord? C'est la distance entre mes deux particules. Et donc, la première somme qu'il y a, c'est pour faire ça pour chacun des ressorts qui sont connectés à ma particule. Donc voilà. Et donc après, la suite, c'est remontré là de manière générale. Donc imaginez que vous voulez calculer, simuler le tissu qui est à gauche. Vous regardez le maillage. Le maillage, c'est un ensemble de sommets. Donc simplement, je dis, chacun de mes sommets, c'est une particule. Chacune de mes arêtes, c'est un ressort. Et bien, je vais calculer les forces qu'il y a là-dessus. Vous allez voir en TP, on a mis, je sais plus dans quel sens j'ai mis mes ressorts. Je les ai fait un peu comme cela. Et donc, comme ils sont que dans une direction, ça va induire une certaine déformation. Et normalement, si on veut faire les choses un peu plus correctement ou plus joliment, là, c'est ce slide-là, il faudrait faire d'autres connexions. Donc, ça veut dire que c'est pas simplement les connexions 1 et 2, mais avec en plus des particules qui sont plus loin. D'accord? Donc, on pourrait s'amuser à modifier ça pour pouvoir rajouter de la flexion en fait à notre tissu. Et ça, on verra ça. Et donc la boucle d'animation, chaque pas de temps, calcul des forces. Donc là, c'est les forces appliquées par le ressort. Et vous rajoutez après la gravité ou autre chose. Et à partir de là, l'accélération, somme des forces égale à ma, donc je divise mes forces par la masse. Et après l'intégration là qu'on a vu avec ce Euler semi-implicite ou bien Liebfrog-Verlet. Ok. Et donc oui, il y a quelqu'un qui demande en fait les données de départ. Il y aura les données de départ des ressorts. On a défini cette longueur au repos. C'est une donnée au départ, d'accord. Et généralement là, c'est mon maillage initial. En fait, la longueur de mon arête, finalement, ça fait la longueur de mon ressort au repos, d'accord. Donc là, c'est la même chose que je vous dis finalement. C'est réécrit la même chose. Ce slide-là, c'est pour montrer, donc c'est, attention, une force, ça a une certaine direction. J'applique une force dans une direction. Et la direction, là, c'est du coup, et c'est juste donné par la direction de ce ressort-là. D'accord? D'ailleurs, c'est l'inconvénient, c'est que du coup, je peux faire, si imaginez que j'ai un ressort dans les mains, je peux le déformer que selon la direction du ressort. Vous arrivez, après, sinon, ça le déformerait. Et donc, du coup, c'est le UIJ là qui apparaît, là, mon vecteur unitaire. Il est donné par la direction là de mes deux particules. Et donc,
c'est un vecteur unitaire, là, UIJ, entre ces deux particules. Pour pouvoir faire ça, et je donnais la formulation, donc c'est xj moins xi, et puis que je normalise, d'accord, entre les deux. Et là, je redis bien, la force entre ij, elle est égale à moins la force que j'ai entre j et i. Ok. Voilà. Après, on pourra rajouter, donc ouais, je vous le dis rapidement, mais la force d'un ressort, on peut rajouter une coefficient d'amortissement. C'est les ressorts amortis. Donc ça veut dire que c'est à peu près la même équation, mais au lieu de regarder les positions, je regarde les vitesses et il y a une constante d'amortissement du ressort qui apparaît. Ça donne cette formulation-là. Donc vous pourrez la rajouter en TP. Donc c'est les vitesses. Mon vecteur unitaire, ah oui, je suis en train de le pointer, mais vous ne voyez pas. Donc les x', c'est les vitesses de mes particules. Les uij, c'est le vecteur unitaire entre mes deux particules. Et le moins uij, bah, c'est comme je vous ai dit, la raideur, la longueur au poids est donnée. Et ben, ce coefficient d'amortissement, il est donné. Et ça sera aussi les paramètres donnés en TP. Et donc ce slide-là, bah, c'est ce que j'ai marqué en fait sur... c'est le schéma que je vous ai fait là. Hein. C'est pour montrer le calcul que je fais pour la particule rouge. Eh ben, il faut faire la somme de tous les forces induites par les ressorts qui les relient aux particules vertes. Donc, il faut bien faire la somme sur tous les ressorts. Et là, j'ai remarqué la formulation donc du moins quel delta L et bien du ressort amorti là qui apparaît, l'amortissement. Ok. Et puis après, c'est la même chose. Et après, donc demain, je vous rappelle, hein, demain on se connecte. Bon, à peu près ça marche, hein, donc le cours commence à 8h, donc je vous avais dit d'arriver vers 7h45, mais vous arrivez à 8h moins 5, ça ira. D'accord? Donc demain, je vous présenterai vraiment le code du TP, tout ce que je vous demanderai en TP, et puis on ira un petit peu plus loin sur ce masse ressort pour la culture générale. Donc ça, on verra ça demain. Je lis la question qu'on me demande. Est-ce que les objets solides peuvent être considérés comme des objets déformables? Non, généralement, c'est autre chose. Parce qu'un objet solide, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai dit qu'il faudra regarder son centre de masse. En fait, on va regarder la translation de ce centre de masse et puis il y a une rotation qui se produit aussi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça serait autre chose. Et pareil, si vous êtes curieux, dans mon cours de M2, il y a les objets rigides qui apparaissent, quoi. Et puis après, tous les collisions, là, il y a plein de systèmes d'équations, il y a plein de traitements des collisions qui apparaissent à faire, quoi. Ok, donc là, je vous laisse digérer tout ça pour demain. Et puis demain, on revoit un peu ce système masse-ressort et puis on voit en détail ce qu'on fait en TP. Donc, digérer tout ça pour demain et puis on se retrouve demain à 8h, quoi. Donc j'espère que ça allait pour vous. Là, c'était mon premier cours devant l'ordi. Et puis finalement, d'habitude, j'ai l'habitude d'être debout et de gesticuler, mais finalement, avec une feuille et un papier, enfin, pour moi, ça allait bien. Donc j'espère que vous avez aussi tout compris. Et puis on se voit demain à 8h, quoi. Ça roule? Donc à demain matin. Alors je vous avais dit, hein, pour avancer, récupérer l'archive. Et puis, essayer de compiler, ça serait pas mal, en fait. Comme ça, on peut commencer le TP. Normalement, il y a tout pour compiler sur tous les plateformes. Il y a quelqu'un qui disait, ah, j'ai eu des problèmes sur Windows, mais finalement, sur ma machine virtuelle, ça allait bien. Et normalement, sous Windows, ça devrait aussi bien se passer. Mais voilà, la question, c'est pourquoi vous avez Windows? Voilà. Bon, à demain. Passez une bonne soirée. Digérez tout ça.